Regardez votre main, tenez-la à plat devant vous, les doigts serrés, la paume tournée vers le haut et prenez un instant pour comparer la longueur de votre annulaire à celle de votre index. Si votre annulaire est clairement plus long, vous portez une caractéristique qui fascine les anatomistes, les généticiens et les anthropologues depuis plus d'un siècle. C'est l'une des proportions les plus mesurées du corps humain et pendant des décennies, personne n'a réussi à s'entendre sur ce qu'elle signifiait réellement ni sur son origine. Certains pensaient que c'était une variation aléatoire, d'autres pensaient que cela suivait les hormones, d'autres encore pensaient que cela suivait une ascendance très ancienne. Les arguments ont continué à s'opposer à travers des milliers d'articles et des dizaines de pays. Puis, au cours des dernières années, de grandes études sur l'ADN ont enfin commencé à cerner la réponse. Elles ont retracé ce trait à travers les migrations, les goulots d'étranglement démographique, jusqu'à un coin précis de la préhistoire humaine. Ce que les chercheurs ont trouvé a surpris même les équipes qui dirigeaient en ces travaux, parce que le signal génétique le plus fort ne venait pas de l'endroit que les manuels supposaient. Il venait d'une région que la plupart des spectateurs reconnaîtront dès qu'on la nommera. Avant d'aller plus loin dans ce que ces études ont révélé, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre d'examen lent et attentif du corps humain et de l'histoire cachée qui y est inscrite. S'abonner indique à l'algorithme que ce travail compte pour vous et cela aide ces enquêtes au long cours à atteindre davantage de personnes qui les apprécieraient vraiment. Activez aussi la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Cela étant dit, revenons à votre main et à la question qu'il a fallu plus de 100 ans pour commencer à éclaircir. Le motif lui-même a été remarqué bien avant que quiconque ait les moyens de le mesurer scientifiquement. Des chirurgiens de l'époque victorienne le mentionnaient dans leurs lettres. Des anatomistes de la Renaissance le dessinaient avec soin dans leurs illustrations de la main humaine. Plus loin encore dans le passé, dans les écrits grecs et romains de l'Antiquité, on trouve des remarques dispersées sur certaines mains où l'index et l'annulaire arrivent presque à la même ligne, tandis que d'autres montrent un écart net, l'annulaire dépassant visiblement l'index. À l'époque, personne n'avait le cadre théorique pour expliquer ce qu'il voyait. On se contentait de l'enregistrer comme on enregistrait d'autres variations de l'apparence humaine. Ces observations sont restées dans les bibliothèques pendant des siècles, en attendant que la science les rattrape. L'étude moderne de ce trait a commencé par un petit pas, mais un pas important. Les chercheurs ont donné un nom à cette mesure, le rapport des doigts, et une formule. Le deuxième doigt est l'index, le quatrième doigt est l'annulaire. On prend la longueur de l'index, on la divise par la longueur de l'annulaire et le résultat est un seul nombre. Si l'index et l'annulaire ont exactement la même longueur, le rapport est égal à 1. Si l'index est plus long que l'annulaire, le rapport est supérieur à 1. Si l'annulaire est plus long que l'index, le rapport est inférieur à 1. C'est cette troisième catégorie, le rapport inférieur à 1, dont parle cette vidéo. Un rapport inférieur à 1 signifie que le trait que nous suivons s'exprime dans votre main. C'est un petit détail, mais il s'est révélé contenir une énorme quantité d'informations. À la fin des années 1990, un chercheur britannique nommé John Manning a commencé à publier des études systématiques sur le rapport des doigts. Il a mesuré des milliers de mains à différents âges, chez différents sexes, et ensuite dans différentes populations. Il a montré que ce rapport se fixe très tôt dans la vie, presque certainement avant la naissance, et qu'il reste stable de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Quoi que ce soit qui influence ce rapport, cela agit dans l'utérus, fixe les proportions des doigts en développement, puis laisse un enregistrement permanent sur la main. Cette stabilité faisait justement partie de ce qui rendait le rapport si intéressant pour d'autres chercheurs. Contrairement au poids, à la masse musculaire ou à la couleur de peau, ce rapport ne peut pas être modifié par le mode de vie. On ne peut pas l'entraîner. On ne peut pas l'acquérir plus tard. Ce que le corps a enregistré, il l'a enregistré une seule fois avant votre naissance, et cet enregistrement ne change plus pour le reste de votre vie. L'explication dominante de ce qui façonne ce rapport est l'exposition hormonale avant la naissance. Pendant le développement fœtal, entre environ la 8e et la 14e semaine de gestation, les os des doigts grandissent très vite. La croissance de l'annulaire semble réagir fortement à la testostérone présente dans l'utérus. La croissance de l'index semble réagir davantage aux œstrogènes. Un fœtus exposé à un niveau relatif plus élevé de testostérone avant la naissance a tendance à développer un annulaire qui grandit proportionnellement davantage, ce qui produit un rapport des doigts inférieur à 1. Un fœtus exposé à un niveau relatif plus élevé d'œstrogènes avant la naissance a tendance à développer un index qui égale ou dépasse l'annulaire,
ce qui produit un rapport égal à 1 ou supérieur à 1. C'est pourquoi, en moyenne, dans la plupart des populations, les hommes montrent des rapports plus bas que les femmes. La chimie de l'utérus n'est pas la même. La main en garde la trace, et cette trace reste toute la vie. Pendant des années, cette explication par la chimie de l'utérus a été traitée comme l'histoire principale. Le rapport reflétait l'exposition hormonale. Fin de l'explication. Mais il y avait un problème à s'arrêter là. Et ce problème est devenu plus évident à mesure que la recherche s'est étendue au-delà de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Quand des équipes d'autres régions du monde ont commencé à faire les mêmes mesures dans leur propre population, elles retrouvèrent bien les mêmes moyennes à l'intérieur de chaque population. Mais les moyennes différaient d'une population à l'autre. Des pays différents, des groupes ethniques différents, des origines ancestrales différentes donnaient des valeurs de base différentes. Les écarts étaient petits, en général quelques centièmes seulement, mais ils étaient constants. Ils réapparaissaient étude après étude. Et l'un des motifs les plus forts, les plus souvent confirmés, apparaissait dans les populations d'Asie de l'Est. Des études menées à Pékin, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Osaka, Kyoto, Séoul, Busan, ainsi que dans des dizaines de petites villes et de districts ruraux, ont toutes donné un résultat semblable. En moyenne, les personnes d'ascendance est-asiatique présentaient un rapport des doigts légèrement plus bas que la moyenne mondiale. L'annulaire avait tendance à dépasser un peu plus l'index que dans beaucoup d'autres populations. Le signal n'était pas énorme, ce n'était pas le genre de différence qu'on voit d'un simple coup d'œil. Mais quand on prenait de grands échantillons et qu'on faisait les calculs, la moyenne est-asiatique se situait plus bas que la moyenne européenne, plus bas que la moyenne africaine et plus bas que plusieurs autres moyennes régionales. Le résultat revenait encore et encore dans des études indépendantes menées par des équipes indépendantes sur plusieurs décennies. Pendant longtemps, cette observation a surtout été traitée comme une note de bas de page dans la littérature scientifique. Les spécialistes des populations la notaient, les anthropologues la classaient, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi cette différence existait. Était-elle vraiment génétique ? Pouvait-elle venir d'un facteur environnemental commun en Asie de l'Est ? Pouvait-elle être un artefact statistique dû à la façon dont les études étaient conçues ou à la façon dont les mesures étaient prises ? La question est restée ouverte pendant presque 20 ans. Puis une série de grandes études génétiques menées entre la fin des années 2010 et le début des années 2020 a commencé à fournir les premières vraies réponses. La percée est venue des études d'association à l'échelle du génome qui examinent l'ADN de dizaines de milliers de personnes à la recherche de variantes génétiques corrélées à un trait mesuré. Les chercheurs ont construit ce type d'études spécialement pour le rapport des doigts. Ils ont mesuré les mains d'immenses cohortes, prélevé l'ADN, puis effectué les comparaisons. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce rapport est hautement polygénique, ce qui signifie qu'il est influencé par de nombreuses petites variantes génétiques plutôt que par un seul grand interrupteur. Mais à l'intérieur de ce signal polygénique, certains gènes revenaient sans cesse comme acteurs centraux. En haut de la liste se trouvaient les gènes HOX, en particulier OXA13 et OXD13. Ce sont des gènes anciens, profondément conservés chez les vertébrés, et ils sont responsables de la formation des os des doigts pendant le développement embryonnaire. Les gènes HOX comptent parmi les plus anciens gènes de votre corps. Ils faisaient déjà leur travail. Chez les ancêtres des poissons, il y a des centaines de millions d'années. Chez l'être humain, ils orchestrent l'organisation des membres, le dessin des doigts et des orteils, et le rythme de la croissance osseuse dans l'embryon en développement. Des variantes dans le groupe des gènes HOX, surtout dans les régions régulatrices qui contrôlent le moment et l'intensité de leur activation, peuvent modifier légèrement les proportions de la main en développement. Une poussée un peu plus forte de l'expression de OXD13 dans la zone de l'annulaire, une poussée un peu plus faible de OXA13 dans la zone de l'index, et l'on obtient une main dont l'annulaire dépasse nettement l'index. Un autre équilibre de ces signaux produit une main où les doigts s'alignent plus également. Les variantes génétiques qui déplacent légèrement cet équilibre ne sont pas rares. Elles sont réparties dans l'ensemble de la population, mais leur fréquence n'est pas la même partout dans le monde. C'est à ce moment que la question de l'ascendance devient centrale. Quand les chercheurs ont étudié les fréquences des variantes les plus fortement liées à un rapport des doigts plus bas, ils ont constaté que plusieurs de ces variantes sont nettement plus fréquentes dans les populations est-asiatiques que dans les populations européennes ou africaines. Elles ne sont pas exclusives à l'Asie de l'Est. On les trouve partout, mais les pourcentages penchent. Une variante présente chez environ 15% d'une population peut apparaître à plus de 30% dans une autre. Une autre variante, commune à des niveaux modestes presque partout,
atteint des fréquences sensiblement plus élevées chez les Han de Chine, les Japonais, les Coréens et des groupes apparentés. Ce sont ces différences de fréquence entre populations qui produisent contre les écarts de moyenne observés dans les mesures de la main. La main ne mentait pas. Elle signalait la distribution génétique sous-jacente qui était là, silencieusement, depuis le début. La question suivante, la plus profonde, a alors été posée. D'où venaient ces variantes? Sont-elles apparues récemment dans les populations est-asiatiques après leur séparation d'avec les autres groupes? Ou bien ont-elles été héritées d'ancêtres plus anciens puis simplement conservées à des fréquences plus élevées en Asie de l'Est? Pour répondre à cela, les scientifiques se sont tournés vers l'ADN ancien, un domaine qui a révolutionné l'étude de l'ascendance humaine depuis 15 ans. En séquençant les génomes de restes squelettiques, parfois vieux de dizaines de milliers d'années, les chercheurs peuvent comparer les populations modernes aux peuples anciens qui vivaient réellement dans différentes régions. Ils peuvent demander quelles variantes étaient déjà présentes dans quels groupes ancestraux et retracer la lignée d'un trait jusqu'au fond de la préhistoire avec un niveau de précision inimaginable pour les générations précédentes d'anthropologues. Ce que suggèrent les données de l'ADN ancien, lorsqu'on les combine aux études modernes sur les populations, c'est que plusieurs des principales variantes du rapport des doigts sont très anciennes. Elles étaient présentes chez les populations qui sont sorties d'Afrique il y a plus de 50 000 ans. Elles étaient présentes chez les premiers humains modernes qui ont traversé l'Asie centrale et atteint le bord oriental du continent il y a environ 40 000 ans. Certaines apparaissent dans le génome de l'individu de Tianyuan, un homme dont les restes ont été retrouvés dans une grotte près de Pékin et qui a vécu il y a environ 40 000 ans, ce qui fait de lui l'un des plus anciens humains modernes connus d'Asie de l'Est. Ces variantes ne sont pas apparues après son époque. Elles étaient déjà là quand sa population est arrivée. Elles sont arrivées avec la première vague d'humains modernes dans la région et elles y sont restées. L'image qui se dégage de l'ensemble des preuves est celle d'une accumulation lente. À mesure que différentes populations se sont déplacées dans différentes parties du monde pendant des dizaines de milliers d'années, les fréquences de ces variantes ont changé. Dans les populations d'Asie de l'Est, certaines variantes liées à un rapport plus bas sont montées à des fréquences plus élevées. La raison exacte fait encore débat. Certains chercheurs invoquent la dérive génétique, la fluctuation aléatoire de la fréquence des allèles dans les populations, surtout pendant les périodes de petite taille démographique ou d'expansion vers de nouveaux territoires. D'autres évoquent de faibles pressions de sélection, peut-être liées au climat, à l'alimentation ou à certains aspects du développement fœtal dans des conditions environnementales particulières. D'autres encore proposent une combinaison des deux, la dérive mettant en place le contexte, puis une sélection faible poussant les fréquences un peu plus loin sur de nombreuses générations. Quel que soit le mécanisme exact, le résultat est celui que nous mesurons aujourd'hui. Si vous portez le trait d'un annulaire clairement plus long, l'ascendance génétique sous-jacente à ce trait peut, dans de nombreux cas, pointer vers une lignée profonde d'Asie de l'Est dans votre arbre familial. Cela ne veut pas dire que chaque personne présentant un rapport plus bas et d'ascendance est asiatique. Les variantes existent partout. Beaucoup de personnes d'ascendance européenne, africaine, amérindienne et de tout autre horizon montrent aussi des rapports bas. Le trait est universellement distribué. Ce qui n'est pas universel, c'est la fréquence. Et cette fréquence raconte une histoire sur les endroits où le trait a été le plus fortement conservé au cours de l'histoire profonde de l'espèce. L'Asie de l'Est est l'un de ces réservoirs. Les populations autochtones du Pacifique en sont un autre, avec des groupes polynésiens, micronésiens et mélanésiens montrant des motifs compatibles avec un apport ancestral venu d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est. Certaines parties de l'Asie du Sud en sont un autre, là où d'anciennes migrations ont contribué à un héritage génétique partagé avec l'Asie de l'Est. Le trait se concentre dans certaines régions parce que les variantes qui le sous-tendent s'y concentrent, et ces variantes s'y concentrent à cause de l'histoire profonde des déplacements humains sur la planète. Pour les spectateurs d'ascendance est-asiatique qui remarquent ce trait dans leurs propres mains, les études génétiques apportent un contexte que les anatomistes d'il y a 100 ans n'auraient pas pu offrir. Dans leur cas, ce trait n'est pas aléatoire. Ce n'est pas seulement un accident hormonal. C'est aussi, en partie, un marqueur d'héritage provenant de populations vivant dans cette région du monde depuis des dizaines de milliers d'années. Votre main porte un fragment de cette lignée. Les os de votre annulaire et de votre index ont été façonnés en partie par des variantes génétiques que vos ancêtres ont emportées hors d'Afrique à travers les grandes étendues intérieures de l'Asie centrale jusque dans les vallées fluviales et les couloirs montagneux qui sont devenus plus tard la Chine, la Corée, le Japon,
le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et les îles qui s'étendent de la mer de Chine méridionale jusqu'au Pacifique central. Pour les spectateurs d'ascendance philippine, vietnamienne, thaïlandaise, malaise, indonésienne ou d'une autre origine d'Asie du Sud-Est, la même histoire s'applique avec une couche supplémentaire. L'Asie du Sud-Est a été un point de rencontre pour plusieurs populations anciennes. Il y a eu une première vague d'humains modernes, parfois appelés groupes oabiniens ou premiers chasseurs-cueilleurs d'Asie du Sud-Est, qui a atteint la région des dizaines de milliers d'années avant les vagues plus récentes. Il y a eu ensuite une vague plus tardive, souvent associée à la diffusion de la riziculture et de la famille des langues austronésiennes, partie du sud de la Chine, passée par Taïwan, puis dispersée à travers les îles d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Ces deux vagues portaient des variantes du rapport des doigts. Ces deux vagues ont contribué au patrimoine génétique des populations modernes dans toute la région. Quand les chercheurs étudient l'ascendance génétique d'une personne des Philippines, d'Indonésie, du Vietnam ou de Malaisie, ils trouvent généralement des contributions venant de plusieurs populations anciennes, et les variantes du rapport des doigts voyagent avec cette ascendance. La main enregistre cette superposition, même si elle ne peut pas dire quelle vague a fourni quelle fraction. Pour les spectateurs d'ascendance coréenne et japonaise, l'image a, elle aussi, ses propres couches. Les populations coréennes modernes présentent une forte continuité génétique avec les populations anciennes de la péninsule coréenne, avec en plus des apports venus de régions voisines au fil des millénaires. Les populations japonaises et des modernes portent un mélange plus complexe, comprenant l'ancienne population Jomon, qui a vécu dans l'archipel japonais pendant des dizaines de milliers d'années, et la vague Yayoi, arrivée du continent asiatique il y a quelques milliers d'années. Les populations Jomon comme Yayoi portaient des variantes du rapport des doigts. Les Ainu du nord du Japon, qui gardent une continuité génétique plus forte avec l'ancienne lignée Jomon que le reste de la population japonaise moderne, ont été étudiés séparément dans de petites enquêtes sur le rapport des doigts, et les résultats s'alignent nettement sur le modèle plus large de l'Asie de l'Est. Le génome japonais moderne reflète le mélange de ces deux courants ancestraux, et le rapport moyen des doigts dans la population moderne reflète la contribution combinée de ces deux courants. Pour les spectateurs d'ascendance chinoise, l'histoire génétique va encore plus loin. Les populations du nord de la Chine et du sud de la Chine montrent des profils génétiques distincts, reflets d'ascendance ancienne différentes et d'histoires de migratoires différentes. Les deux partagent cependant nombre des variantes du rapport des doigts en question, et les deux contribuent à la moyenne est-asiatique plus large que les chercheurs mesurent depuis des décennies. La population Han, par sa taille et par sa longue histoire d'expansion sur le territoire de la Chine actuelle, a été l'un des groupes les plus étudiés dans la recherche sur le rapport des doigts. Et la constatation constante d'un rapport inférieur à la moyenne dans les cohortes Han a été l'un des signaux les plus forts derrière le modèle est-asiatique observé dans les données mondiales. Pour les spectateurs d'ascendance mixte, ce trait peut être un petit indice parmi beaucoup d'autres. Des personnes ayant une ascendance partiellement est-asiatique, y compris celles qui ont un grand-parent ou un arrière-grand-parent est-asiatique, remarquent parfois que les proportions de leurs mains penchent dans une certaine direction, même lorsque d'autres traits de leur apparence ne reflètent pas fortement cette branche de la famille. Le rapport des doigts n'est pas un test d'ascendance, et il ne devrait jamais être utilisé comme tel. Mais pour ceux qui savent déjà que leur arbre familial comprend des racines est-asiatiques, les proportions de la main peuvent être un discret rappel de cette branche. L'ADN l'a écrit dans l'os avant votre naissance. L'os a conservé l'enregistrement. Vous le voyez chaque fois que vous regardez votre main. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ce que ce trait ne signifie pas. Parce qu'il y a eu énormément d'exagérations dans les écrits populaires sur le rapport des doigts au cours des 20 dernières années. Un rapport plus bas n'est pas une mesure de l'intelligence. Ce n'est pas une mesure fiable des capacités sportives, malgré les affirmations populaires en ce sens. Ce n'est pas une mesure de la personnalité, de l'orientation sexuelle, de la réussite financière, ni des perspectives amoureuses, malgré une longue histoire d'études faibles qui ont essayé de le relier à tout cela. La littérature génétique sérieuse est claire. Ce rapport est un marqueur du développement, influencé par les hormones prénatales et par un signal génétique polygénique. Il vous dit quelque chose sur la chimie de l'utérus dans lequel vous avez grandi et quelque chose sur les variantes que vous avez héritées de vos ancêtres. Il ne vous dit rien sur la personne que vous êtes, sur ce dont vous êtes capable, ni sur ce que votre avenir vous réserve. Lire trop de choses dans ce trait, dans un sens comme dans l'autre, c'est manquer le point de ce que la science rigoureuse a réellement trouvé.
Et ce que la science rigoureuse a réellement trouvé, correctement formulé, est plus modeste et plus intéressant. Elle a trouvé que l'un des détails les plus petits et les plus négligés de la main humaine est en réalité un enregistrement du développement fœtal, un enregistrement de la génétique héritée, un enregistrement, dans certains cas, de migrations anciennes survenues des dizaines de milliers d'années avant la naissance de tout être humain vivant aujourd'hui. Ce trait n'est pas bruyant, il ne s'annonce pas. La plupart des gens traversent toute leur vie sans penser à la longueur relative de leurs doigts. Mais une fois que vous savez ce que ces proportions enregistrent, la main devient une petite archive silencieuse. Vous la portez partout, vous la voyez tous les jours. Et maintenant, grâce au travail combiné des généticiens, des anatomistes, des anthropologues et des spécialistes de l'ADN ancien, vous avez au moins une réponse partielle à une question qu'il a fallu plus de 100 ans pour commencer à éclaircir. Si vous regardez votre main maintenant, en gardant la science à l'esprit, vous la verrez peut-être un peu différemment. L'annulaire qui dépasse l'index, les proportions fixées bien avant que vous n'ayez le moindre souvenir, les variantes présentes dans des populations qui ont traversé des continents il y a des milliers de générations. L'os qui a grandi sous l'influence des hormones dans un corps qui était lui-même le produit d'une ascendance remontant avant l'écriture, avant l'agriculture, avant toute identité culturelle ou nationale que vous pourriez porter aujourd'hui. La main est plus ancienne que tout cela. La main enregistre quelque chose de plus ancien que tout cela. Il y a encore un autre élément qui vaut la peine d'être mentionné, parce qu'il réunit l'ensemble du tableau. À mesure que les tests de généalogie génétique destinés au grand public sont devenus largement accessibles, les chercheurs ont commencé à se demander si le rapport des doigts pouvait être corrélé aux estimations d'ascendance génétique obtenues grâce à ces tests. Les premiers résultats suggèrent que oui, faiblement mais de manière constante. Les individus présentant des pourcentages plus élevés d'ascendance génétique et asiatique, tels qu'estimés par leur ADN, ont tendance à montrer en moyenne des rapports des doigts plus bas. La corrélation n'est pas assez forte pour servir de test d'ascendance dans un cas individuel, et personne ne devrait essayer de l'utiliser de cette façon. Mais à l'échelle des populations, le motif se maintient. La main et l'ADN racontent la même histoire sous deux angles différents, et l'histoire qu'ils racontent est celle d'une ascendance profonde, de migration lente et de la préservation silencieuse de certaines variantes génétiques dans certaines régions du monde. Ce même type d'analyse est maintenant prolongé d'une manière que les anatomistes des siècles passés n'auraient jamais pu imaginer. Les chercheurs examinent la manière dont les variantes du rapport des doigts interagissent avec d'autres gènes du développement. Ils regardent comment ces variantes se répartissent dans des sous-populations plus petites à l'intérieur de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. Ils cherchent à savoir si des populations anciennes, qui n'ont laissé aucun descendant vivant, ou qui n'ont transmis que des fragments d'ascendance aux groupes modernes, portaient les mêmes variantes ou d'autres. L'image continue de se remplir année après année, à mesure que davantage de génomes anciens sont séquencés et que davantage de populations vivantes sont échantillonnées. La main restera longtemps pertinente pour ce travail, parce que la main est l'un des seuls enregistrements visibles de l'extérieur d'un processus de développement qui, autrement, resterait caché à l'intérieur du corps. Pour toute personne qui porte ce trait, cela peut être un moment pour réfléchir à quel point le corps présent est relié au passé profond. Vous n'avez pas choisi votre rapport des doigts, vous n'avez pas choisi les variantes que vous avez héritées, vous n'avez pas choisi les ancêtres qui ont porté ces variantes à travers montagnes, rivières et océans des dizaines de milliers d'années avant l'existence de tout État moderne. Mais cet héritage est réel, il est posé sur votre main. Il est là depuis avant votre naissance. Il y restera jusqu'à la fin de votre vie. Un petit enregistrement silencieux de l'origine de la longue chaîne de personnes qui vous précèdent, écrit dans une partie du corps que vous avez regardé presque chaque jour de votre vie sans jamais avoir besoin de penser à ce qu'elle pouvait dire. Il y a aussi quelque chose de discrètement émouvant dans l'universalité de ce trait, même avec sa concentration régionale. Les variantes existent dans toutes les populations humaines. Le trait apparaît dans tous les groupes humains. Les différences sont des différences de fréquence, pas des différences de présence. Quand les chercheurs cartographient le rapport des doigts dans le monde, ils ne trouvent pas une ligne qui sépare un groupe d'un autre. Ils trouvent un gradient, un lent glissement des moyennes d'une région à l'autre, avec un énorme chevauchement entre toutes les populations. Deux individus choisis au hasard dans n'importe quelle deux populations se ressemblent beaucoup plus par leur rapport des doigts qu'ils ne diffèrent. Le motif est un motif de population, une histoire racontée par des moyennes, pas une étiquette qu'on peut appliquer à une main individuelle. Chaque main porte le même type d'enregistrement, l'enregistrement se lit seulement un peu différemment.